Il y a 40 000 ans, quelque part en Europe, le dernier néandertalien s'est endormi pour ne plus se réveiller. Pas de bataille finale, pas de catastrophe visible dans la roche, juste le silence. Et ce silence, les scientifiques l'entendent encore aujourd'hui, et ils ne s'accordent toujours pas sur ce qu'il signifie vraiment. Imaginez que vous tenez dans vos mains un crâne, pas un crâne humain au sens où on l'entend habituellement, un front bas, des arcades sourcilières proéminentes, comme un auvent de pierre, une capacité crânienne légèrement supérieure à la vôtre, un être qui a vécu, chassé, enterré ses morts, peut-être chanté, peut-être rêvé, et qui a disparu, sans laisser d'explication écrite, sans témoin survivant, sans procès-verbal, juste des os, des outils taillés dans le silex et quelques traces d'ADN glissées en contrebande dans votre propre génome. Voilà l'énigme. Et elle est bien plus troublante que ce que les manuels scolaires laissent entendre. Parce que pendant des décennies, la réponse semblait simple, trop simple. Les Homo sapiens arrivent en Eurasie et les Néandertaliens disparaissent. Cause, effet, comme si l'histoire de la vie sur Terre se réduisait à un récit de conquête linéaire, avec des vainqueurs et des vaincus clairement identifiés. Cette version-là est commode. Elle est aussi profondément trompeuse. La réalité que les chercheurs reconstituent aujourd'hui, à partir de fragments d'os, de carottes de glace, de pollen fossilisé, d'outils retrouvés dans des grottes d'Espagne, de Croatie, de Sibérie, est infiniment plus complexe. Et c'est précisément cette complexité qui devrait vous tenir éveillé ce soir. Les Néandertaliens n'ont pas disparu d'un coup. Ils ont résisté, reculé, peut-être rebondi localement, pendant des millénaires. Dans certaines régions, ils ont probablement coexisté avec Sapiens pendant plusieurs milliers d'années. Pas côte à côte, en harmonie idéale, mais pas non plus dans une guerre d'extermination systématique. Quelque chose de plus lent, de plus diffus, de plus insidieux s'est joué. Et c'est ce quelque chose que ce récit va essayer de démêler. La rencontre entre les deux espèces, parce qu'on peut encore parler de deux espèces à ce moment-là, même si les généticiens nuancent désormais cette frontière, se produit grossièrement entre 45 et 40 ans avant notre ère en Eurasie. Les sapiens remontent depuis l'Afrique et le Proche-Orient, poussés par quoi exactement, on ne sait pas entièrement. La démographie, peut-être, le climat, sans doute, la curiosité, pourquoi pas. Après tout, elle est inscrite dans notre nature. Et ils rencontrent des populations néandertaliennes déjà établies depuis plus de 200 ans sur ces terres. Des populations qui connaissent chaque vallée, chaque migration de rennes, chaque abri sous roche. Et pourtant, en quelques millénaires, une durée qui nous paraît longue mais qui représente à peine un souffle à l'échelle géologique, les Néandertaliens s'effacent du registre fossile. Pourquoi ? C'est la question. Et la réponse honnête, celle que la science impose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une cause. Il y en a plusieurs enchevêtrés qui se renforcent mutuellement comme les fils d'une corde qui se défait. Le climat qui oscille, la compétition pour les ressources, les maladies que Sapiens transporte sans en mourir, les différences dans les réseaux sociaux, dans la transmission culturelle, dans la capacité à s'adapter rapidement, et peut-être, tout au fond, des choses aussi quotidiennes, aussi biologiques, que la façon de dormir dans un monde glaciaire, la façon de récupérer, la façon de traverser l'hiver. C'est l'angle de ce récit, et il n'est pas anecdotique, parce que dans un environnement aussi hostile que l'Europe du Paléolithique supérieur, des hivers qui durent 7 mois, des températures qui plongent à -20, des proies qui se raréfient, la capacité à restaurer son énergie, à synchroniser ses rythmes biologiques avec ceux des saisons, à dormir profondément ou au contraire à rester vigilant la nuit, tout cela n'est pas un détail. C'est une question de survie absolue. Alors avant de parler d'extinction, parlons d'abord de vie, de ce que signifiait exister en tant que néandertaliens, de la façon dont ils habitaient le monde, dont ils dormaient à l'intérieur de leur grotte pendant que le vent hurlait dehors. Parce que c'est seulement en comprenant qui ils étaient vraiment,
pas les brutes préhistoriques des vieilles illustrations, ni les humains miroirs idéalisés des reconstructions romantiques, qu'on peut commencer à comprendre pourquoi ils ne sont plus là, et pourquoi, d'une certaine façon, ils le sont encore. Commençons donc par briser un mythe, ou plutôt plusieurs. L'image classique du néandertalien, dos voûté, grognements gutturaux, massue dans une main et cerveau de la taille d'une noix, n'est pas seulement inexacte, elle est le produit d'une reconstruction effectuée en 1908 à partir d'un squelette d'un individu âgé, souffrant d'arthrite sévère. Pendant des décennies, cette silhouette tordue a défini la façon dont l'Occident se représentait nos cousins disparus. C'était une erreur de méthode transformée en dogme culturel. Et ce dogme a la vie dure. Alors reprenons depuis le début. Les Néandertaliens émergent en Europe il y a environ 400 ans, peut-être même davantage selon les sites qu'on attribue à leurs ancêtres directs. Ils ne sont pas des intrus, pas des passagers de transit, ils sont chez eux. Pendant près de 350 ans, ils occupent un territoire qui s'étend de l'Atlantique portugais jusqu'au contrefort de l'Altaï sibérien, en passant par la péninsule ibérique, les plaines d'Europe centrale, le Proche-Orient et le Caucase. C'est une aire géographique immense, traversée par des chaînes de montagnes, des glaciers, des forêts denses, des steppes arides, et ils s'y adaptent, encore et encore. Réfléchissez à ça. 350 ans. Notre espèce, Homo sapiens dans sa forme anatomiquement moderne, n'existe que depuis environ 300 ans, et on n'a encore rien vécu de comparable en termes de durée sur une même terre. Les Néandertaliens survivent à plusieurs cycles glaciaires, à des éruptions volcaniques cataclysmiques, à des effondrements d'écosystèmes entiers. Ils ne subissent pas le monde. Ils l'habitent, ils le traversent, ils s'y ancrent. Maintenant, ce corps que les illustrations ont si longtemps déformé. Un néandertalien adulte est compact, trapu, avec un squelette remarquablement robuste. Ses jambes sont légèrement plus courtes par rapport au tronc que les nôtres. Une adaptation thermique classique, identique à celle qu'on observe chez les populations humaines modernes vivant dans des environnements arctiques. Moins de surface exposée au froid, meilleure conservation de la chaleur. Son thorax est en forme de tonneau, ses épaules larges, ses muscles insérés sur des points osseux saillants. C'est un corps taillé pour la puissance à courte distance, pour la résistance, pour le froid, pas pour le marathon, mais parfaitement cohérent avec son environnement. Son cerveau, en volume, il est équivalent au nôtre, voire légèrement supérieur en moyenne, autour de 1400 à 1600 cm3. La forme diffère, plus allongée, moins globulaire que celle de Sapiens. Ce que cela implique en termes de capacité cognitive, les chercheurs en débattent encore. Mais une chose est certaine, personne ne peut regarder ce volume crânien et parler d'un être primitif, limité, attardé. Ce serait intellectuellement malhonnête. Et puis il y a les mains. Les mains néandertaliennes sont larges, puissantes, avec des pouces robustes. Pendant longtemps, on a affirmé qu'elles étaient incapables de la précision nécessaire à la fabrication d'outils fins. C'est faux. Les fouilles archéologiques ont livré des milliers d'outils de la culture moustérienne, éclats de silex taillés avec une précision et une standardisation qui supposent une transmission de savoir-faire, une cognition technique évoluée, des racloirs, des pointes, des couteaux. Certains sites révèlent même des techniques de débitage levallois, une méthode qui consiste à préparer un nucléus de pierre de façon à en extraire des éclats de forme prédéterminés. Ce n'est pas de la bidouille au hasard, c'est de l'ingénierie à leur échelle, répétée, transmise de génération en génération. Et le feu. Ils maîtrisent le feu depuis au moins 250 ans. Des foyers structurés, des zones de combustion répétées dans les mêmes abris, des os brûlés de façon organisée. Le feu pour cuire, pour se chauffer, probablement pour éloigner les prédateurs, peut-être pour signaler à distance. Ce n'est pas une découverte récente dans la recherche. Mais c'est un fait qui peine encore à déloger l'image
de la brute frissonnante dans l'obscurité, ce qui nous amène à quelque chose de plus intime. Les Néandertaliens prennent soin de leurs morts. Les sites de la Ferracie en France, de Kebara en Israël, de Shanidar en Irak, tous livrent des preuves de sépultures intentionnelles. Des corps déposés en position fétale, parfois accompagnés d'outils, parfois dans des fosses qui semblent creusées à dessein. Est-ce que ces pratiques impliquent une pensée symbolique, une conscience de la mort, un embryon de spiritualité? Le débat est ouvert et certains chercheurs restent prudents. Mais une chose est difficile à nier, il y a là une intention, un geste qui dépasse la simple logistique du cadavre, et il y a les individus blessés, les vieux, les malades. La grotte de Shanidar, justement, a livré un homme d'une quarantaine d'années, un âge avancé pour l'époque, avec un bras atrophié depuis l'enfance, probablement amputé, des traumatismes crâniens cicatrisés et une vision fortement réduite d'un œil. Cet homme n'aurait pas pu chasser, il n'aurait pas pu assurer sa survie seul, et pourtant il a vécu vieux par rapport aux standards de son temps, ce qui signifie que quelqu'un s'est occupé de lui, que le groupe l'a nourri, protégé, soutenu, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de la solidarité. On retrouve des schémas similaires sur d'autres sites, des individus avec des fractures complexes parfaitement consolidées, des fractures qui, sans immobilisation et sans soin, auraient été fatales. Des individus édentés dont les os montrent qu'ils ont continué à manger, ce qui suppose que quelqu'un leur préparait leur nourriture, la ramollissait, la mâchait peut-être. Ces détails-là ne font pas les grandes théories de l'extinction, mais ils disent quelque chose d'essentiel sur la nature de ces êtres. Et puis, il y a les traces de ce qu'on hésite encore à appeler art, des coquillages perforés, probablement portés comme ornement, retrouvés en Espagne et datés d'au moins 11501, soit bien avant l'arrivée de Sapiens en Europe. Des pigments d'ocre et de manganèse utilisés sur des parois de grottes. La grotte de Cueva de los Aviones, en Espagne, livre même ce qui ressemble à des coquillages colorés de façon délibérée. Est-ce que tout cela constitue une pensée symbolique au sens fort? Là encore, les chercheurs nuancent. Mais l'accumulation de ces indices dessine quelque chose, une sensibilité au monde, une façon d'y laisser une marque. Voilà qui étaient les Néandertaliens, pas des ratés de l'évolution en attente d'être remplacés par mieux. Des humains, au sens le plus profond du terme, même si le latin nous oblige à les appeler d'une espèce différente, qui vivaient dans des conditions que la plupart d'entre nous ne survivraient pas une semaine, qui transmettaient leur savoir, qui soignaient leurs blessés, qui enterraient leurs morts, qui regardaient peut-être le ciel, ramassaient des coquillages brillants, se peignaient le corps. Ce sont eux qui disparaissent. Et maintenant que vous les voyez tels qu'ils étaient vraiment, compétents, adaptés, profondément ancrés dans leur monde, la question de leur disparition devient infiniment plus lourde à porter, parce qu'on ne parle plus de l'extinction d'une espèce archaïque dépassée par le progrès. On parle de la fin d'une humanité entière. Alors, imaginons ce monde, le leur. On est quelque part entre 80 et 40 ans avant notre ère. L'Europe et l'Asie occidentale que vous visualisez sur une carte moderne, avec ses frontières, ses capitales, ses autoroutes, n'existent pas. Ce qui existe à la place, c'est quelque chose de bien plus brutal, de bien plus changeant, de bien plus vivant, dans le sens sauvage du terme. L'Eurasie de la fin du Pléistocène n'est pas un décor stable. C'est un système en perpétuel mouvement, comme une mer dont la surface ne se calme jamais, vraiment. Et le moteur de tout ça, c'est le climat. Pendant des dizaines de millénaires, le climat de cette partie du monde oscille selon des cycles qui n'ont rien de la progression linéaire qu'on aurait tendance à imaginer. On ne passe pas doucement d'une période froide à une période chaude. Ce sont des bascules parfois brutales, des épisodes de réchauffement rapide suivis de plongées soudaines dans le froid, des phases tempérées de quelques millénaires
qui se retournent presque sans prévenir. Les paléoclimatologues appellent ces épisodes des événements de Dansgaard-Oeschger et ils les lisent dans les carottes de glace du Groenland avec une précision presque chirurgicale. Ce que ces carottes révèlent, c'est que le monde néandertalien n'était pas simplement froid, il était imprévisible. Imaginez une forêt tempérée qui, sur quelques siècles à peine, se transforme en steppe ouverte, puis en toundra quasi glaciaire. Les arbres reculent, les rivières gèlent différemment, les zones de passage, les cols de montagne, les gués, les vallées changent de nature selon les décennies. Ce que vos grands-parents connaissaient comme un territoire abondant peut devenir méconnaissable avant votre propre mort. C'est dans ce contexte que les Néandertaliens construisent leur quotidien. Pas dans un environnement fixe qu'ils auraient appris une bonne fois pour toutes, dans un monde qui se réinvente en permanence sous leurs pieds. Les paysages dictent tout. Ils dictent les routes de migration, les abris disponibles, les points d'eau, les zones de chasse. Un groupe installé dans une vallée fertile peut se retrouver contraint de se déplacer si les troupeaux changent leur couloir de passage. Les grottes, ces abris naturels que l'archéologie associe si fortement aux Néandertaliens, ne sont pas de simples refuges opportunistes. Elles représentent des points stratégiques dans un paysage mouvant, une orientation au sud pour capter la chaleur, un accès à l'eau, une position en hauteur pour observer. Quand on retrouve des foyers superposés sur des dizaines de couches dans la même grotte, on voit le signe d'un retour délibéré, d'une mémoire territoriale qui se transmet. Ces lieux sont connus, mémorisés, transmis, mais cette mémoire territoriale a ses limites. Quand le paysage se modifie trop vite, quand les ressources se déplacent au-delà des frontières connues, le savoir accumulé peut devenir obsolète. Et c'est là que les ennuis commencent. Parlons de la faune, parce que c'est elle, plus que n'importe quoi d'autre, qui structure la vie quotidienne des Néandertaliens. Ce monde est peuplé de créatures dont l'envergure nous échappe complètement depuis nos villes du XXIe siècle. Des mammouths laineux, bien sûr, mais aussi des rhinocéros laineux, des aurochs massifs, des mégacéros au bois qui peuvent dépasser 3 mètres d'envergure, des lions des cavernes, des hyènes géantes, des ours des cavernes dont le crâne peut atteindre la taille d'un bureau, et des chevaux, des rennes, des bisons en troupeau qui peuvent noircir l'horizon au moment des migrations saisonnières. C'est cette abondance-là qui nourrit les groupes néandertaliens. Mais cette abondance est elle-même sensible aux variations climatiques avec une acuité qu'on sous-estime souvent. Les grands herbivores ont besoin de fourrage spécifique. Un renne ne mange pas n'importe quoi, n'importe où. Quand la végétation change, quand la steppe herbeuse laisse place à une forêt dense ou à une toundra sèche, les troupeaux se déplacent, disparaissent des zones qu'ils occupaient depuis des générations, surgissent ailleurs, parfois à des centaines de kilomètres. Pour un groupe humain dont la survie dépend de ces troupeaux, c'est une tension permanente. Il faut les suivre, les anticiper, connaître leur rythme. La saisonnalité n'est pas une abstraction calendaire, c'est une question de vie ou de mort. Le passage des rennes, en automne, c'est l'occasion de constituer des réserves pour l'hiver. Les migrations de printemps des chevaux, c'est la fenêtre pour reconstituer les forces après les mois de froid. Rater ces fenêtres, c'est affronter la saison suivante, dans un état de vulnérabilité accrue, et les hivers de ce monde-là ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons sous nos latitudes aujourd'hui. Dans les phases glaciaires les plus sévères, les températures en Europe centrale peuvent chuter à des niveaux arctiques. Les nuits sont longues, interminables. Les journées de lumière se réduisent à quelques heures. La chasse devient difficile. Les déplacements épuisants. Le froid un ennemi constant, qui ronge l'énergie, qui complique les maladies, qui tue les plus jeunes et les plus vieux en premier. Dans ces conditions, chaque décision est pesée par le corps avant d'être pensée par l'esprit. On dort quand on peut, on mange quand on a, on bouge quand le temps le permet. Le rythme saisonnier structure l'existence d'une façon que nous avons perdue depuis que nos sociétés
ont découvert le chauffage central et les supermarchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Néandertaliens ne subissent pas ce monde passivement. Ils l'ont apprivoisé, codifié, transmis. Pendant des centaines de millénaires, ils ont développé des stratégies d'adaptation remarquablement efficaces. Des stratégies de chasse qui supposent coordination et anticipation. Des choix d'abri qui révèlent une lecture précise du terrain. Des mobilités saisonnières qui épousent les rythmes des troupeaux avec une cohérence qui s'observe encore dans les couches archéologiques, dans la succession des ossements retrouvés sur les sites, mais, et c'est là le point qui devrait vous arrêter, une adaptation parfaite à un monde donné ne garantit rien quand ce monde change de nature. C'est peut-être la leçon la plus dure que l'Eurasie du Pléistocène ait à nous offrir. Les Néandertaliens étaient excellents dans leur monde. Ils y avaient trouvé un équilibre, des solutions, des routines efficaces. Et puis ce monde a commencé à changer encore. Plus vite peut-être, ou différemment. Pas de façon uniforme, pas en une seule vague, mais de façon continue, insistante, comme une pression qui s'accumule sans jamais vraiment se relâcher. Et dans ce même temps, quelque chose d'autre approchait par l'Est. Quelque chose approchait par l'Est. Mais approchait est presque le mauvais mot. Ce n'était pas une armée en marche, pas un front qui avance. C'était quelque chose de bien plus diffus, de bien plus lent, de bien plus difficile à saisir pour quiconque aurait vécu à cette époque. C'était nous. Homo sapiens n'est pas arrivé en Eurasie en une seule vague, un seul mouvement, une seule décision collective. C'est tentant de le raconter comme ça. L'expansion hors d'Afrique, le grand départ, la conquête du monde. Mais la réalité que les archives génétiques et les sites archéologiques nous révèlent est bien plus complexe, bien plus hésitante, bien plus humaine dans sa désorganisation. Il y a eu plusieurs sorties d'Afrique. Peut-être une première tentative vers 120 ans, qui laisse des traces au Proche-Orient, mais ne va pas plus loin, refoulée peut-être par le climat, peut-être par les Néandertaliens déjà installés, peut-être les deux. Et puis d'autres mouvements, d'autres poussées, dont celle qui finit par prendre, vers 60 à 70 ans, une population de sapiens commence à s'étendre hors d'Afrique de façon durable, vers le Proche-Orient d'abord, puis par l'Asie du Sud, puis progressivement vers le Nord et l'Ouest. Ce mouvement n'est pas une migration planifiée, c'est le résultat cumulé de dizaines, peut-être de centaines de petites décisions locales. Un groupe qui suit un troupeau un peu plus loin que d'habitude. Une vallée que les jeunes explorateurs poussent au-delà de la frontière connue. Une saison particulièrement favorable qui permet d'occuper un territoire qu'on évitait auparavant. Multipliez ces micro-décisions sur des milliers d'années et vous obtenez une expansion continentale. Les premières présences significatives de sapiens dans ce qu'on pourrait appeler le cœur du territoire néandertalien. Les Balkans, le centre de l'Europe, le couloir du Danube remontent à environ 45 ans, peut-être un peu avant dans certaines zones. Le site de Bachokiro en Bulgarie a livré des fragments d'ossements humains datant de 45 ans au minimum, associés à une industrie lithique qu'on attribue à des sapiens. C'est troublant par sa précision. Quelqu'un était là, en Europe centrale, il y a 45 millénaires. Mais voilà ce qui est crucial de comprendre. À ce moment-là, les Néandertaliens sont encore partout, pas affaiblis, pas en retraite, présents, actifs, occupant les grottes, chassant les troupeaux, vivant leur vie de la façon qu'ils connaissent depuis des générations. L'arrivée de Sapiens ne provoque pas une disparition immédiate. Ce serait trop simple. Ce qui se passe ensuite, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Réfléchissez à ce que signifie réellement la coexistence entre deux groupes d'humains différents dans un paysage aussi vaste et aussi peu densément peuplé. La densité de population de l'Europe paléolithique est si faible qu'on peine à l'imaginer, peut-être quelques dizaines de milliers d'individus sur l'ensemble du continent. Dans ces conditions, deux groupes peuvent partager
une région pendant des siècles sans jamais se croiser directement. Les territoires sont immenses. Les zones de contact sont ponctuelles, irrégulières, et ces zones de contact ont probablement pris des formes très différentes selon les endroits et les moments. Il y a des régions où la séquence archéologique montre une alternance, des couches néandertaliennes, puis des couches sapiens, puis néandertaliennes à nouveau, comme si les deux groupes se succédaient dans les mêmes abris selon les saisons ou les années, sans jamais se retrouver en même temps. Un territoire partagé dans le temps, pas dans l'espace. D'autres sites montrent une superposition rapide, une transition qui semble s'être faite en quelques siècles. D'autres encore, et ce sont les plus fascinants, montrent des mélanges d'industries lithiques, des techniques qui ressemblent à une conversation entre deux façons de faire. Le châtel péronnien, par exemple, cette industrie retrouvée dans le sud-ouest de la France et le nord de l'Espagne, présente des caractéristiques ambiguës. Certains chercheurs y voient des néandertaliens qui adoptent des techniques sapiens, d'autres y voient un phénomène d'acculturation, d'autres encore un contact direct. Le débat dure depuis des décennies, il n'est pas résolu. Ce qui est certain, c'est que la rencontre n'a pas été identique partout, en Europe occidentale, Ibérie, Aquitaine, côte atlantique. Les néandertaliens semblent avoir persisté plus longtemps qu'ailleurs, peut-être jusqu'à 37-0 ou 38-0 ans. Ces régions, coincées entre l'Atlantique et les Pyrénées, formaient des refuges géographiques naturels. Les sapiens y arrivent plus tard, plus graduellement. La coexistence y a peut-être duré des millénaires entiers. En Europe centrale, la transition semble avoir été plus rapide. Les vallées du Rhin, du Danube, ces couloirs naturels que les populations humaines ont toujours empruntés, deviennent des zones de friction potentielle plus tôt. L'espace est plus ouvert, les mouvements plus faciles, les contacts plus fréquents. Au Proche-Orient, les deux humanités se côtoient depuis peut-être 90 ans. Les grottes du Mont Carmel en Israël, Kavzeh, Skoul, Kebara, ont livré des restes de sapiens et de néandertaliens dans des dépôts qui se chevauchent sur des dizaines de millénaires. Pas simultanément, sans doute, mais dans la même région, les mêmes abris, les mêmes ressources. Et ces populations se mélangent génétiquement, nous y reviendrons, ce qui implique des contacts physiques directs, des échanges qui dépassent la simple observation à distance. Maintenant, comparons brièvement ces deux humanités sans tomber dans le piège hiérarchique. Sapiens de cette époque n'est pas supérieur à Néandertal, dans le sens où un produit plus récent serait supérieur à un ancien modèle. Les deux sont des humains pleinement formés, avec des cerveaux de taille comparable. Le cerveau néandertalien était même légèrement plus grand en volume, même si sa forme diffère. Les deux fabriquent des outils sophistiqués, gèrent le feu, organisent la chasse, prennent soin de leurs morts. Ce ne sont pas un prédateur et une proie. Ce sont deux solutions évolutives différentes à des problèmes partiellement similaires. Mais ils ne sont pas identiques non plus. Et certaines de ces différences, dans les réseaux sociaux, dans les stratégies culturelles, dans la mobilité, ont peut-être joué un rôle dans ce qui allait suivre. Peut-être, nous y reviendrons aussi. Ce qu'il faut garder en tête pour l'instant, c'est l'image de deux humanités qui se retrouvent dans le même espace pour la première fois, sans carte, sans protocole, sans précédent. Ce moment n'a pas eu de témoin conscient. Personne ne l'a noté. Personne n'a su que c'était historique. Et pourtant, quelque chose dans ce contact, dans ces quelques millénaires où les deux humanités ont partagé les forêts, les vallées, les rives des mêmes rivières, a changé le cours de tout ce qui a suivi. Ce que les os et l'ADN ont commencé à nous raconter là-dessus, il y a à peine quelques décennies, est vertigineux. Pendant des décennies, toute notre connaissance des Néandertaliens reposait sur des fragments, littéralement. Un bout de crâne ici, quelques dents là, un fémur retrouvé dans une grotte bourguignonne. Les paléontologues faisaient ce qu'ils pouvaient avec ces miettes. Reconstituer des anatomies entières à partir de pièces éparses, dater des couches sédimentaires avec les techniques disponibles,
tracer des cartes de répartition géographique sur la base de poignées de sites. C'était de la science rigoureuse. Mais c'était aussi de la science aveugle, sur des questions essentielles. Qui était apparenté à qui? Ces deux individus retrouvés à des centaines de kilomètres d'écart il y a 100 000 ans, appartenaient-ils à la même population? S'étaient-ils jamais croisés, eux ou leurs ancêtres? Et la question qui nous occupe ici, quand Sapiens et Néandertaliens se sont retrouvés face à face, que s'est-il passé entre eux? Les zoos ne pouvaient pas répondre. Et puis la génétique est arrivée. En 2010, une équipe dirigée par Svante Pääbo publie quelque chose de renversant. Pour la première fois, une séquence complète du génome néandertalien, reconstituée à partir d'ossements retrouvés dans la grotte de Vindija, en Croatie, des os vieux de plus de 40 000 ans. L'ADN à l'intérieur était fragmenté, dégradé, mélangé à des contaminations bactériennes et modernes. Le démêler a demandé des années de travail et des algorithmes d'une sophistication remarquable. Mais le résultat était là, lisible, pour la première fois. Et ce résultat disait quelque chose d'inattendu. Les humains d'aujourd'hui, pas tous, mais une grande partie d'entre nous, portent dans leur génome entre 1 et 4% d'ADN d'origine néandertalienne. Pas zéro, pas une trace anecdotique, une présence mesurable, systématique, héritée. Réfléchissez à ce que ça signifie vraiment. Ça signifie que quelque part, à un moment entre 60 000 et 40 000 ans, des individus néandertaliens et des individus sapiens ont eu des enfants ensemble. Des enfants qui ont survécu. Des enfants qui ont eu leurs propres enfants. Des enfants dont la descendance est arrivée jusqu'à vous si vous êtes d'ascendance non africaine subsaharienne. Ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une métaphore, c'est inscrit dans votre biologie. Mais attention, et c'est ici que la science demande de la nuance, cette découverte n'est pas une réponse simple, c'est une réponse complexe qui ouvre immédiatement de nouvelles questions. Combien d'événements, de métissage y a-t-il eu? À quel endroit, précisément, le Proche-Orient semble être le candidat le plus solide pour au moins un de ces épisodes. C'est là que les archives archéologiques montrent la coexistence la plus longue et les modèles génétiques pointent vers cette région. Mais il peut y en avoir eu d'autres, plus tard, plus à l'ouest, plus localisées. Les données génétiques actuelles permettent d'identifier des épisodes distincts, mais pas de les localiser avec la précision qu'on aimerait avoir. Il y a aussi quelque chose de troublant dans la distribution géographique de cet ADN. Les populations d'Afrique subsaharienne, dont les ancêtres ne sont pas passés par l'Eurasie avant le croisement, en portent très peu ou pas. Les populations d'Eurasie, d'Asie de l'Est, des Amériques et d'Océanie en portent des quantités mesurables avec des variations selon les régions. Certains groupes en Asie de l'Est et en Océanie semblent même en porter légèrement plus que les Européens actuels. Ce n'est pas une distribution aléatoire. Elle raconte des histoires migratoires, des routes empruntées, des rencontres géographiquement situées. Mais ces histoires sont encore partiellement illisibles. Et puis il y a la question de ce que cet ADN fait une fois présent dans notre génome. Il n'est pas inerte. On a identifié des variants néandertaliens qui ont des effets biologiques mesurables sur la réponse immunitaire, sur certaines adaptations au froid, sur la coagulation du sang, sur la sensibilité à certaines infections. Certains de ces variants ont probablement été sélectionnés positivement, c'est-à-dire que les porteurs en tiraient un avantage dans leur environnement et ils ont donc été davantage transmis. C'est fascinant. Ça suggère que le métissage n'était pas seulement un accident démographique, mais peut-être une source d'adaptation pour des sapiens qui arrivaient dans des environnements nouvellement hostiles. Mais d'autres régions du génome néandertalien semblent avoir été activement éliminées au fil des générations. Comme si certains mélanges avaient posé des problèmes, une incompatibilité entre deux lignes évolutives trop longtemps séparées. Les chromosomes sexuels, notamment, semblent avoir résisté au métissage.
Ce que ça implique exactement, en termes de fertilité, de vitalité des hybrides, reste un sujet de recherche active. Ce que tout cela nous dit sur la disparition des Néandertaliens, c'est à la fois plus et moins qu'on ne l'espérait. Plus, parce que le métissage est réel. Les Néandertaliens n'ont pas disparu sans laisser de traces biologiques. Une partie d'eux, une petite partie, mais réelle, a été absorbée dans notre lignée. Elle est là, dans votre génome, dans le mien, dans celui de milliards d'humains aujourd'hui. Moins. Parce que ce métissage ne représente que quelques pourcents du génome, ce qui signifie que la grande majorité de l'héritage génétique néandertalien s'est bien perdu. La population néandertalienne en tant qu'entité distincte, avec ses propres caractéristiques génétiques, sa propre diversité interne, ses propres lignées, cette population a bel et bien cessé d'exister. Le métissage partiel n'est pas une survie, c'est une trace, une empreinte, pas une continuation. Imaginez une rivière qui se jette dans un fleuve. L'eau de la rivière est toujours là, techniquement, dissoute dans le courant plus large, présente dans chaque molécule. Mais la rivière, elle, n'existe plus comme rivière. C'est à peu près ça. Et puis il faut être honnête sur les limites de ce que nous savons réellement. Les fossiles néandertaliens, dont on a pu extraire de l'ADN, sont encore peu nombreux. Les conditions de conservation sont exceptionnellement exigeantes. L'ADN se dégrade très vite et les sites favorables sont rares. Les échantillons disponibles représentent une infime fraction de la diversité géographique et temporelle des Néandertaliens. Peut-être que des populations entières ont eu des trajectoires très différentes de celles que nos quelques génomes représentent. Peut-être que le métissage a été bien plus intense dans certaines régions qu'on ne le mesure depuis les génomes de leurs descendants modernes, qui ont eux-mêmes subi des millénaires de migration et de mélanges supplémentaires. Les marges d'incertitude sont réelles. Ce n'est pas une faiblesse de la science, c'est sa force. Elle nous dit ce qu'elle peut voir et ce qu'elle ne peut pas encore voir. Ce qui est sûr, c'est que ces os et cet ADN ont transformé la question. On ne se demande plus si Sapiens et Néandertaliens se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés. On ne se demande plus si des enfants sont nés de ces rencontres. Ils sont nés. La question qui reste entière, la vraie question, c'est pourquoi, malgré tout ça, les Néandertaliens, en tant que population, ont fini par disparaître. Et pour commencer à y répondre, il faut regarder vers le ciel. Vers un ciel qui, à cette époque, était en train de changer de façon brutale et imprévisible. Il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on parle de la préhistoire. Le monde n'était pas stable, pas du tout. L'image qu'on se fait spontanément, une toundra froide, mais constante, un paysage figé dans son âge de glace, est une fiction rassurante. La réalité était bien plus brutale, bien plus chaotique. Imagine vivre dans un monde où le climat peut basculer à l'échelle d'une vie humaine. Autour de 40 000 ans, les archives climatiques, les carottes de glace du Groenland, les sédiments marins, les analyses polyniques extraites de tourbières européennes racontent une histoire de turbulence. Ce qu'on appelle les événements de Daugard-Oeschger, des oscillations thermiques rapides, parfois spectaculaires, où les températures en Europe pouvaient bondir de 10 degrés en quelques décennies, puis rechuter presque aussi vite, pas en 1000 ans, pas en 100 ans, en quelques décennies, le temps d'une génération, parfois moins, 10 degrés, ça peut sembler abstrait. Mais traduit en écologie, ça voulait dire ceci. Les forêts qui remontaient vers le nord se retrouvaient stoppées, puis repoussées. Les mammouths et les rennes, qui suivaient certains corridors herbeux, se retrouvaient face à des paysages transformés. Les rivières changeaient de régime. Les zones de passage entre massifs montagneux s'ouvraient ou se fermaient, et les groupes humains, qu'ils soient néandertaliens ou sapiens, devaient composer avec tout ça, en temps réel. Pour les néandertaliens, cette pression climatique n'était pas nouvelle. Ils avaient survécu à des glaciations entières, à des refroidissements intenses, à des périodes
où une grande partie de l'Europe était couverte de glace continentale. Leur robustesse atomique, leur maîtrise du feu, leur stratégie de chasse, tout témoigne d'une adaptation réelle à des conditions difficiles. On aurait tort de les imaginer dépassés par le froid. Mais voilà la subtilité que les chercheurs ont mis du temps à formuler clairement. Ce n'est pas le froid en lui-même qui pose problème, c'est l'instabilité. Un groupe qui s'est spécialisé dans la chasse au bison dans une vallée particulière, qui connaît ses routes migratoires, ses points d'eau, ses refuges saisonniers. Ce groupe fonctionne parce que l'environnement est suffisamment prévisible pour que cette connaissance soit utile d'une saison à l'autre. Quand le climat oscille brutalement, cette connaissance devient partiellement obsolète. Le bison prend d'autres routes, la végétation change, les refuges connus ne sont plus les meilleurs. Il faut réapprendre, il faut explorer, il faut prendre des risques. Et c'est là que la taille des groupes entre en jeu. Les Néandertaliens vivaient en petites bandes, probablement entre 20 et 50 individus pour les groupes locaux, avec des contacts plus espacés entre bandes différentes. On le sait par l'analyse génétique des individus retrouvés. Leur diversité génétique était faible, signe d'une population fragmentée, peu interconnectée. Ces petits groupes avaient une résilience sociale limitée. Perdre un chasseur expérimenté, une femme en âge de se reproduire, une ancienne qui portait la mémoire des ressources disponibles à 2 jours de marche. Chaque perte comptait énormément. Il n'y avait pas de surplus de compétences, pas de grand réseau de secours. Réfléchissez à ça comme à une start-up avec 5 personnes plutôt qu'à une corporation de 5000. Quand tout va bien, la petite équipe est agile, soudée, efficace. Mais quand une crise arrive, elle n'a pas les marges. Pas le luxe de perdre 2 ou 3 membres clés sans que ça menace l'ensemble. Les ruptures écologiques liées aux oscillations climatiques pouvaient décimer les populations animales dont dépendaient ces groupes. Et les groupes néandertaliens, trop spécialisés, trop localisés, ne pouvaient pas toujours reconfigurer leur stratégie de subsistance assez vite. C'est une vulnérabilité structurelle, pas une faiblesse intellectuelle, une question de chiffres et de connectivité. Il y a aussi quelque chose qui s'est produit géographiquement pendant cette période, la fragmentation des habitats favorables, les refuges climatiques, ces zones où les températures restaient suffisamment douces pour maintenir une faune et une flore diversifiées, même pendant les refroidissements intenses, se sont réduits et isolés. La péninsule ibérique, le sud de la France, certaines vallées protégées des Balkans. Ces poches de survie existaient et les archives archéologiques montrent effectivement que les Néandertaliens s'y sont maintenus plus longtemps qu'ailleurs. C'est cohérent, mais des refuges plus petits, plus isolés, c'est aussi des populations plus restreintes, moins capables de se renouveler génétiquement, plus exposées aux aléas purement statistiques, ce que les biologistes appellent la dérive génétique et les effets de goulot d'étranglement. Une population de 100 individus isolés dans une vallée peut s'éteindre pour des raisons purement accidentelles. Une mauvaise saison, une épidémie, une série de naissances déséquilibrées, sans afflux de nouveaux individus venus d'ailleurs, sans réseau pour combler les pertes. Le seuil de non-retour peut être atteint sans qu'il se passe quoi que ce soit de dramatique. C'est silencieux, une extinction locale. Il n'y a pas forcément de catastrophe visible, il y a juste un groupe qui s'amenuise, puis disparaît. Et c'est ici qu'il faut insister sur quelque chose d'important, parce que la vulgarisation a parfois tendance à chercher le coup de théâtre. Il n'existe pas de preuve d'un unique épisode climatique catastrophique qui aurait effacé les Néandertaliens d'un seul coup. Pas de superéruption volcanique datée précisément à 40 000 ans qui expliquerait tout. Pas d'hiver nucléaire préhistorique identifiable comme cause unique. Ce que les données montrent, c'est une accumulation, une pression de fond exercée sur des milliers d'années avec des pics d'intensité, des périodes de répit, puis de nouveaux stress, le climat comme usure, pas comme exécution.
Les carottes de pollen extraites des sédiments européens montrent comment les paysages forestiers se sont contractés et fragmentés pendant les phases froides. Les analyses fauniques sur les sites archéologiques montrent comment les grandes proies devenaient moins accessibles, plus mobiles, moins prévisibles, et les sites néandertaliens eux-mêmes montrent une raréfaction progressive, moins de sites, moins de traces d'occupation, des zones entières qui s'éteignent sans qu'on retrouve de signes de violence ou de catastrophes soudaines. Peut-être que, dans certaines vallées d'Europe centrale, les derniers groupes néandertaliens se sont simplement éteints à petit feu, victimes d'une combinaison de mauvaises saisons, de contacts insuffisants avec d'autres bandes, de déséquilibres démographiques accumulés, sans drama, sans affrontement, dans le silence d'un monde qui se refermait autour d'eux. Ce n'est pas moins tragique, c'est peut-être plus tragique encore. Et pendant que certains de ces groupes disparaissaient dans leurs refuges isolés, quelque chose d'autre se passait sur le terrain. Une compétition silencieuse pour les mêmes ressources, avec des acteurs qui n'avaient pas les mêmes contraintes structurelles. La compétition dont on parle ici, il faut d'abord la visualiser correctement, parce que le mot compétition évoque immédiatement des images de confrontation directe, deux groupes face à face, des armes levées, un territoire disputé à coups de violence. Et cette image est trompeuse, elle rate l'essentiel. La compétition la plus efficace en écologie est souvent celle qu'on ne voit pas. Imagine deux groupes de chasseurs qui ne se rencontrent jamais, ou presque. Ils occupent des zones adjacentes dans une forêt-galerie en bordure de rivière. Le premier groupe passe dans une vallée et prélève les cerfs qui s'y trouvent. 2 semaines plus tard, le second groupe arrive dans la même vallée. Les cerfs ont disparu. Il repart, bredouille. Aucune confrontation n'a eu lieu, aucune violence. Et pourtant, l'un des groupes a subi une pression réelle sur ses ressources. Multipliez ça à l'échelle d'un territoire, sur des décennies, et vous commencez à comprendre comment la compétition indirecte peut exercer une contrainte considérable sans jamais produire un seul épisode de guerre ouverte. C'est probablement ainsi qu'il faut concevoir la rencontre entre sapiens et néandertaliens sur les ressources, pas comme une conquête militaire, comme une pression écologique diffuse, inégalement distribuée, aux effets cumulatifs qui s'accumulent sur des générations. Les deux espèces chassaient les mêmes proies, mammouths, bisons, cerfs, chevaux, rennes selon les saisons et les régions. Les deux utilisaient des grottes et des abris sous roches pour se protéger. Ces sites ne sont pas infinis et les meilleurs, ceux qui offrent une exposition favorable, une proximité des points d'eau, une position stratégique pour surveiller les déplacements du gibier, étaient une ressource limitée. Un abri occupé par un groupe de sapiens n'était plus disponible pour un groupe néandertalien. C'est trivial à formuler, ça ne l'est pas du tout à vivre. Mais voilà où la comparaison entre les deux groupes devient éclairante. Les réseaux de sapiens étaient structurellement différents. On le sait par un indice matériel fascinant, la distribution des matières premières sur les sites archéologiques. Les lames en silex retrouvées sur certains sites sapiens proviennent de sources géographiques à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Des coquillages utilisés comme ornements ont voyagé depuis des côtes lointaines jusqu'à des sites continentaux. Ce n'est pas le comportement de groupes isolés, c'est le comportement de groupes connectés, reliés par des échanges, des alliances, des réseaux d'information. Les Néandertaliens, eux, s'approvisionnaient majoritairement en matières premières locales, rarement au-delà de quelques dizaines de kilomètres. Il existe des exceptions. Quelques sites montrent des matériaux venus de plus loin, mais la règle générale est celle d'une économie de subsistance plus resserrée géographiquement. Ce détail a une implication pratique majeure. Un réseau étendu, c'est de l'information partagée. Quand le gibier migre plus tôt que prévu, quand une source de silex de qualité est découverte à l'ouest, quand une région voisine connaît une bonne saison, les groupes connectés le savent, ils peuvent ajuster leurs déplacements
On voyait quelqu'un reconnaître, organiser une chasse collective en mobilisant des individus de plusieurs bandes. La somme des intelligences distribuées sur un réseau vaut plus que la sagesse d'un seul groupe, aussi expérimenté soit-il. Un réseau, c'est aussi une assurance. Si votre vallée est frappée par une mauvaise saison, vous pouvez vous rabattre sur les ressources d'un groupe allié à 2 jours de marche. Vous avez des liens, des obligations réciproques, une toile de secours humaine. Les Néandertaliens, avec leur population plus fragmentée et moins interconnectée, n'avaient probablement pas cette toile au même niveau d'extension. C'est là qu'intervient quelque chose de contre-intuitif. Un léger avantage démographique maintenu dans le temps produit des effets bien plus grands qu'on ne l'imaginerait intuitivement. Les modèles mathématiques de démographie préhistorique sont clairs là-dessus. Si les groupes de sapiens avaient ne serait-ce qu'une légèrement meilleure survie infantile, permise par de meilleurs réseaux d'entraide, un accès plus régulier aux ressources, une mobilité accrue, cet avantage se composerait comme des intérêts bancaires. Sur 10 générations, sur 20, la différence numérique deviendrait substantielle et des groupes plus nombreux occupent plus d'espace, exploitent plus de zones, réduisent mécaniquement l'espace disponible pour les autres, pas par intention, pas par stratégie consciente, par simple mécanique démographique. Réfléchissez à ça comme à 2 populations dans un espace fini. L'une croît légèrement plus vite, elle n'a pas besoin de chasser l'autre, elle n'a pas besoin de lui déclarer la guerre. Elle occupe progressivement plus de territoire, exploite plus de ressources, réduit les marges disponibles pour la population voisine. L'autre se contracte, se fragmente, se retrouve dans des refuges de plus en plus restreints. C'est une logique purement statistique et elle est redoutable précisément parce qu'elle ne nécessite aucune hostilité active. Il faut aussi insister sur quelque chose que les données archéologiques rendent visible. Cette pression n'était pas uniforme dans l'espace. En Europe de l'Ouest, dans ce qui est aujourd'hui la France, la péninsule ibérique, le nord de l'Italie, la transition entre sites néandertaliens et sites sapiens montre des chronologies plus complexes, des périodes de superposition, des régions où les 2 groupes semblent avoir coexisté pendant des millénaires sans que l'un efface l'autre brutalement. En Europe centrale et orientale, la transition semble plus rapide, plus marquée. Dans certaines vallées du Proche-Orient, les 2 groupes se sont peut-être succédés sur les mêmes sites en fonction des fluctuations climatiques, comme 2 locataires qui ne se rencontrent jamais mais partagent le même appartement à des saisons différentes. Cette hétérogénéité régionale est importante. Elle nous dit que la compétition pour les ressources n'était pas un front uniforme qui se déplaçait de l'est vers l'ouest comme une vague militaire. Elle était contextuelle, locale, modulée par la géographie, par la densité relative des populations, par la disponibilité des ressources dans chaque région. Là où le gibier était abondant et les territoires vastes, la pression était moindre, la coexistence plus facile, les occasions d'échange ou d'évitement plus nombreuses. Là où les ressources étaient assez concentrées dans quelques vallées étroites, quelques points d'eau, quelques zones de chasse stratégiques, là, la compétition devenait inévitablement plus intense, même sans violence explicite. Ce que tout cela dessine, c'est une image nuancée et inconfortable. Pas de conquête héroïque, pas de génocide documenté, juste 2 populations humaines différentes, avec des structures sociales différentes, des réseaux différents, des dynamiques démographiques légèrement différentes. Et ces légères différences qui s'accumulent, se composent, produisent sur des millénaires une asymétrie croissante, la compétition comme pression continue, comme usure silencieuse, comme rétrécissement progressif des espaces disponibles, et les Néandertaliens, qui se retrouvent peu à peu dans des refuges de plus en plus étroits. Pas parce qu'on les y a poussés par la force, mais parce que le reste du monde était de moins en moins disponible pour eux. Ce qui, d'une certaine façon, est peut-être plus difficile à accepter que la violence directe. Alors voilà la question qu'on ne peut plus éviter. Si la compétition était souvent silencieuse, écologique, sans front visible, est-ce que des moments
de violences directes ont quand même existé. Est-ce que Sapiens et Néandertaliens se sont affrontés physiquement, chair contre chair, dans ces forêts et ces vallées glaciaires? La réponse honnête, probablement oui, parfois, localement, mais pas de la façon dont l'imaginaire populaire le représente. Parce qu'il y a une tendance culturelle profonde à raconter cette histoire comme un génocide préhistorique. L'homme moderne qui arrive, supérieur, organisé, impitoyable, et qui extermine méthodiquement une espèce rivale jusqu'au dernier. C'est une narration propre, dramatique, facile à visualiser, et elle est presque certainement fausse. Regardons ce que les os nous disent réellement. Les traces de violence interpersonnelle existent dans le registre néandertalien, ça, c'est établi. On a retrouvé des squelettes néandertaliens présentant des fractures compatibles avec des coups reçus d'armes ou d'outils, des blessures crâniennes, des lésions sur les membres qui évoquent des confrontations violentes. Shandar III, ce néandertalien d'Irak dont on a parlé dans une section précédente, présente une blessure aux côtes qui ressemble à un coup porté par une lame légère à longue portée, peut-être un projectile, peut-être une lance, peut-être une arme de type Sapiens. C'est troublant, mais il faut rester rigoureux. Ces blessures existaient avant l'arrivée de Sapiens en Europe. Les Néandertaliens se battaient entre eux, ils se blessaient, ils mouraient parfois de violences infligées par d'autres. Ce n'était pas une espèce pacifique. Dans un Éden préhistorique, aucune espèce sociale à haute densité ne l'est. La violence interpersonnelle est ancienne, profondément ancrée dans notre histoire évolutive partagée. Ce que les archives archéologiques ne montrent pas, c'est un motif de massacre systématique daté de la période de contact entre les deux espèces. Pas de charnier, pas de site avec des dizaines de squelettes néandertaliens présentant des blessures multiples et des marques d'outils humains. Pas de traces d'un Wounded Knee préhistorique, d'une confrontation décisive, d'un territoire déblayé par la force brute. Et cette absence est significative. Bien sûr, on peut arguer que les preuves archéologiques sont lacunaires, que les corps ont été dispersés, dévorés par les charognards, dissous par le temps, c'est vrai. On ne peut pas prouver qu'aucune violence n'a eu lieu. Mais en archéologie comme ailleurs, l'absence de preuves dans un corpus étendu finit par peser. Si des massacres à grande échelle s'étaient aussi produits régulièrement, on devrait en retrouver des traces quelque part, dans quelques sites au moins. Or, on n'en trouve pas. Ce qu'on trouve, c'est plus subtil. Des scènes de tension probables, locales, fugaces. Imaginez deux groupes qui repèrent le même troupeau de rennes depuis deux hauteurs différentes. Ils s'observent, la situation est tendue, peut-être qu'un groupe recule, peut-être qu'il y a une confrontation brève, quelques individus blessés, et que les deux groupes repartent dans des directions opposées. Ce genre d'épisode, fréquent dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs historiquement documentées, ne laisse presque aucune trace archéologique, et pourtant il façonne profondément les relations entre groupes voisins. L'évitement est une stratégie, le voisinage structuré aussi. Dans de nombreuses sociétés de chasseurs-cueilleurs que les ethnologues ont étudiées, des groupes distincts occupent des territoires adjacents avec des règles implicites, des zones tampons, des périodes de retrait, des rituels de rencontres encadrés qui permettent de gérer la tension sans que celle-ci dégénère en violence ouverte. On peut raisonnablement imaginer que des dynamiques similaires ont existé entre groupes néandertaliens et sapiens dans certaines régions. Des zones de contact, des frontières tacites, des espaces où l'on ne s'aventurait pas si l'on savait que l'autre était présent. Et puis, à côté de l'évitement, l'échange. L'ADN nous l'a dit avec une clarté que personne n'anticipait, il y a eu des contacts suffisamment intimes pour produire des enfants viables. Ce n'est pas de la violence, c'est de la proximité, c'est de la rencontre. Ces moments d'hybridation, rares, irréguliers, probablement concentrés dans des régions et des périodes spécifiques, supposent des interactions qui n'étaient pas toujours hostiles.
peut-être des échanges d'individus entre groupes, comme cela se pratique dans beaucoup de sociétés pour éviter la consanguinité, peut-être des contacts lors de saisons particulières, quand des groupes différents se retrouvaient autour des mêmes ressources et choisissaient la négociation plutôt que la confrontation. Peut-être des unions qui n'avaient rien de romantique au sens moderne, mais qui s'inscrivaient dans une logique sociale d'alliance ou d'intégration. La réalité de cette période est probablement un spectre. À une extrémité, des épisodes de violence locale, des confrontations pour des ressources rares, des individus tués dans des rencontres hostiles. Ces moments ont existé. Ils n'ont pas laissé beaucoup de traces, mais ils ont existé. À l'autre extrémité, des échanges, des contacts, peut-être même des formes rudimentaires de coopération, dans des contextes où les deux groupes bénéficiaient à collaborer plutôt qu'à s'affronter. Et entre les deux, les vêtements, le voisinage à distance, la coexistence tendue mais non sanglante, deux populations qui s'observaient sans toujours se confronter. Ce spectre variait selon les régions, selon les saisons, selon la densité des ressources disponibles, selon la personnalité et les décisions des individus impliqués. Ce n'était pas un front de guerre, c'était quelque chose de beaucoup plus humain dans sa complexité et beaucoup plus difficile à résumer. Il faut résister à la tentation narrative du massacre total, parce que cette tentation dit quelque chose sur nous, pas sur eux. Nous avons tendance à projeter nos propres guerres sur le passé, à chercher dans la préhistoire le miroir de nos conflits modernes, avec leurs fronts, leurs conquêtes, leurs exterminations délibérées. Mais les sapiens d'il y a forty-zero ans n'avaient pas d'État, pas d'armée, pas de stratégie d'extermination concertée. Ils avaient été des groupes de quelques dizaines d'individus, des territoires locaux, des préoccupations immédiates de survie. La logique d'un génocide organisé leur était structurellement inaccessible, ce qui ne les rendait pas inoffensifs, mais ça change profondément la nature de ce qui s'est passé. La vérité inconfortable, c'est que la coexistence et l'hostilité n'étaient pas des états exclusifs. Elles se superposaient, alternaient, coexistaient elles-mêmes dans des contextes différents. Le même groupe humain pouvait chasser paisiblement à une journée de marche d'un groupe néandertalien pendant des saisons, puis entrer en confrontation quand la ressource se raréfiait, puis à nouveau coexister à distance quand chacun trouvait sa niche. C'est cette fluidité qui est difficile à tenir en tête, pas un récit linéaire de confrontation croissante vers l'extermination finale. Plutôt une mosaïque de relations locales, variables, imprévisibles, dont l'effet global, sur des millénaires, a contribué à éroder progressivement les populations néandertaliennes sans jamais produire un acte d'extinction délibéré. La violence a joué un rôle, mais c'était une voix parmi plusieurs dans un cœur bien plus complexe. Il y a quelque chose d'étrange et de presque injuste dans la façon dont les populations peuvent disparaître. On cherche instinctivement la catastrophe. Le volcan, la guerre, la famine foudroyante, l'événement qui expliquerait tout d'un coup, qui donnerait à la disparition une cause à la hauteur de son effet. Mais la démographie, elle, n'a pas ce sens du drame. Elle travaille lentement, silencieusement, avec une patience géologique. Et parfois, ce qui tue un peuple, ce n'est pas un choc brutal, c'est l'accumulation invisible de petites fragilités pendant des générations jusqu'au point de non-retour. C'est probablement ce qui s'est passé avec les Néandertaliens. Réfléchissez à ça. À leur apogée, les Néandertaliens n'ont jamais été nombreux. Les estimations varient selon les chercheurs et les méthodes utilisées, mais les données génétiques, notamment l'analyse de la diversité de leur ADN, suggèrent que la population néandertalienne totale en Europe et en Asie occidentale oscillait peut-être entre 10 et 70 individus à tout moment, sur un continent entier. Pour donner un ordre de grandeur, c'est moins que la population d'une ville moyenne aujourd'hui, dispersée sur des millions de kilomètres carrés, fragmentée en groupes de quelques dizaines de personnes,
séparés par des montagnes, des glaciers, des rivières en crue. Ce chiffre, à lui seul, devrait vous donner le vertige. Parce que dans la biologie des populations, la taille compte autant que la technologie. Peut-être plus. Un groupe de 30 individus, aussi intelligents et compétents soient-ils, est structurellement vulnérable d'une façon qu'un groupe de 300 ne l'est pas. Et un réseau de groupes isolés les uns des autres est encore plus fragile qu'il n'y paraît. Voilà pourquoi, dans un petit groupe, la diversité génétique s'érode naturellement avec le temps, quand les individus disponibles pour se reproduire sont peu nombreux. Les gènes qui se transmettent à la génération suivante sont ceux d'un échantillon réduit et parfois, par simple hasard, certaines variantes génétiques utiles disparaissent, non pas parce qu'elles étaient désavantageuses, mais simplement parce que leurs porteurs n'ont pas eu d'enfants ou pas assez. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique, et dans les petites populations, elle est brutale. Les généticiens qui ont séquencé l'ADN néandertalien ont retrouvé exactement cette signature. Une diversité génétique remarquablement faible, avec des signes clairs de consanguinité accrue dans certains groupes. L'individu de Vindija, en Croatie, présentait des niveaux d'homozygotie, c'est-à-dire de gènes identiques hérités des deux parents, qui suggèrent que ces parents étaient peut-être cousins au sens étroit, voire plus proches encore. Ce n'est pas une anomalie isolée, c'est un motif. Des générations de petits groupes semi-isolés se reproduisant en cercle restreint, faute de partenaires disponibles à distance. La diversité s'amenuise, la résilience biologique avec elle. Mais les effets du petit nombre ne s'arrêtent pas à la génétique. Imaginez un groupe de 25 à 35 individus, ce qui est probablement proche de la réalité d'une bande néandertalienne typique. Dans ce groupe, la spécialisation des compétences est forcément limitée. Chaque adulte doit être un généraliste capable de chasser, de tailler des outils, de soigner les blessés, de naviguer dans le territoire. Quand un individu particulièrement compétent meurt, le meilleur chasseur, la personne qui connaît les plantes médicinales, celui qui sait lire le temps, ce savoir peut simplement disparaître avec lui. Il n'y a pas forcément d'autres porteurs de cette connaissance dans le groupe. Il n'y a pas de réseau plus large vers lequel se tourner pour combler la perte. Dans un réseau dense de groupes en contact régulier, les savoirs circulent. Une technique de chasse découverte dans une vallée se propage vers la suivante. Une innovation dans la fabrication des outils voyage avec les individus qui se déplacent entre les groupes. L'information est résiliente parce qu'elle est distribuée. Dans un réseau fragmenté de petits groupes, rarement en contact, chaque groupe est une île, et les îles, en biologie comme en culture, sont des environnements fragiles. C'est ici que le goulot d'étranglement démographique devient un concept crucial. Un goulot d'étranglement, c'est un épisode, une maladie, une série de mauvaises saisons, un hiver particulièrement sévère qui réduit brutalement la taille d'une population. Pour une population déjà grande et dense, un tel épisode est douloureux mais surmontable. La population rebondit, la diversité génétique est préservée, les réseaux d'échange permettent à la communauté de se reconstituer. Pour une population déjà petite et fragmentée, le même épisode peut être fatal, pas à l'espèce entière d'un coup. Les Néandertaliens occupaient un territoire trop vaste pour qu'une seule catastrophe les emporte tous. Mais à l'échelle locale, à l'échelle d'un groupe ou d'un cluster de groupes, un hiver brutal peut réduire 30 individus à 8. Et 8 individus, c'est en dessous du seuil de viabilité à long terme. Trop peu pour maintenir la diversité génétique, trop peu pour assurer que des adultes en bonne santé seront toujours disponibles pour chasser, soigner, enseigner, reproduire. Le groupe s'éteint, pas dans le fracas d'une bataille, dans le silence d'une saison qui ne pardonne pas. Et ce qui est certain vertigineux, c'est que ces extinctions locales, répétées, dispersées dans le temps et l'espace sur des millénaires,
finissant par dessiner le contour d'une disparition globale, sans qu'il y ait jamais eu de moment décisif, sans qu'aucun individu n'ait jamais pu voir l'ensemble du processus. Les sapiens, eux, arrivaient avec un avantage démographique qui n'avait rien à voir avec leur intelligence individuelle. Ils étaient plus nombreux. Leur réseau était plus étendu. Leur groupe pouvait compter sur des alliances avec d'autres groupes à des distances bien plus grandes. Quand un groupe sapiens traversait une mauvaise saison, il pouvait se replier vers un groupe voisin, fusionner temporairement, partager les ressources, redistribuer les individus. Le réseau absorbait le choc. C'est la différence entre une corde à un fil et une corde à 20 fils. Le choc qui brise la première ne fait qu'effiler la seconde. Un peuple peut disparaître sans catastrophe unique, sans qu'on puisse jamais pointer vers un moment et dire « Voilà, c'est là que tout s'est joué ». La démographie s'effondre comme une falaise côtière sous l'érosion. Pas d'un coup, mais grain de sable après grain de sable, saison après saison, génération après génération, jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose pour retenir ce qui suit. C'est peut-être la vérité la plus difficile à accepter dans l'histoire des Néandertaliens, qu'ils n'ont pas été vaincus, qu'ils n'ont pas été exterminés, qu'ils ont été lentement, imperceptiblement, dépassés par les mathématiques impitoyables du nombre, et que personne, ni eux, ni leurs contemporains sapiens, n'a jamais su que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. Mais derrière les chiffres et les courbes démographiques, il y a des corps qui souffrent, des corps qui guérissent ou qui ne guérissent pas, des corps qui portent, littéralement, dans leurs os, la trace d'une vie qui ne laissait aucune place à la fragilité. Quand les paléoanthropologues examinent les squelettes néandertaliens, ce qui frappe d'abord, c'est la violence de l'existence qu'ils révèlent, pas la violence des combats. Ça, c'est une autre conversation. La violence ordinaire d'une vie menée à la limite du possible, jour après jour, saison après saison. Les blessures sont partout, fractures cicatrisées des bras, des côtes, des jambes, vertèbres comprimées par des charges répétées, articulations usées avant l'heure, dents abîmées par un usage intensif comme troisième main pour tenir, maintenir, travailler les matières qui résistent. L'anthropologue Eric Trinkaus, qui a passé des décennies à cartographier ces pathologies, a comparé le profil de blessures des Néandertaliens à celui des cow-boys de rodéo. Ce n'est pas une métaphore légère, c'est une observation clinique. Des traumatismes à répétition sur les parties hautes du corps, cohérents avec une chasse rapprochée, au contact avec des armes qui imposent d'être proches des animaux, très proches, un niveau de risque physique permanent que nous avons du mal à imaginer depuis nos vies capitonnées. Réfléchissez à ce que ça signifie concrètement. Un chasseur néandertalien qui se fracture la cheville en poursuivant un cerf sur un terrain glacé n'est pas simplement blessé. Il est, pour les semaines ou les mois qui suivent, une charge pour son groupe. Il ne peut pas chasser, il peut peut-être tailler des outils, garder le feu, surveiller les enfants, mais il ne peut pas rapporter de viande. Et dans un groupe de 30 personnes, où chaque adulte valide compte dans l'équation de survie, cette absence se fait sentir immédiatement. Les rations diminuent, les autres chasseurs prennent plus de risques pour compenser. Le cycle se referme sur lui-même. Les indices archéologiques montrent pourtant que les Néandertaliens prenaient soin de leurs blessés et de leurs vieux. L'individu de Shanidar, en Irak, avait survécu à des blessures qui l'avaient rendu partiellement aveugle et probablement amputé d'un bras. Des années avant sa mort. Quelqu'un l'avait aidé à survivre. Ce n'est pas rien, c'est même remarquable. Mais ce soin lui-même a un coût. Des ressources, de l'énergie, de l'attention détournée d'autres besoins pressants. Et la question n'est pas morale. Bien sûr qu'ils prenaient soin des leurs, et c'est une belle vérité sur leur humanité. La question est démographique. Dans un système déjà tendu, chaque élément de fragilité supplémentaire amplifie les suivants. Ce qui nous amène aux enfants.
C'est peut-être là que se joue quelque chose d'essentiel et de rarement dit avec la clarté qu'il mérite. Dans une petite population, la survie infantile n'est pas seulement une question humaine. C'est une question mathématique de premier ordre. Pour qu'une population se maintienne, il faut que chaque femme ait en moyenne plus de 2 enfants qui atteignent eux-mêmes l'âge de se reproduire. Pas 2 enfants nés, 2 enfants survivants à l'âge adulte, ce qui, dans un environnement glaciaire, avec les pathologies observées, les hivers sévères et l'absence de médecine, n'était pas gagné d'avance. Les données sont fragmentaires, comme toujours avec les Néandertaliens, mais les analyses dentaires, qui permettent d'estimer l'âge au décès avec une précision surprenante, suggèrent une mortalité infantile et juvénile élevée, des enfants qui meurent avant d'avoir pu contribuer à la reproduction du groupe. Chaque mort enfantine est, dans cette arithmétique impitoyable, un déficit pour la génération suivante. Et puis il y a la question du rythme des naissances lui-même. Les femmes néandertaliennes, comme toutes les femmes préhistoriques vivant de la chasse et de la cueillette, allaitaient probablement longtemps, plusieurs années par enfant. L'allaitement prolongé retarde naturellement le retour de la fertilité, ce qui signifie qu'une femme néandertalienne, dans les meilleures conditions, pouvait peut-être avoir un enfant tous les 3 ou 4 ans. Sur une vie reproductive qui commençait relativement tôt, mais s'achevait aussi dans un corps usé par les grossesses, les blessures et la malnutrition saisonnière, probablement plus tôt que nous ne le supposons spontanément. Faites le calcul. Ce n'est pas beaucoup. Dans un groupe de 30 individus, combien de femmes en âge de procréer, en bonne santé suffisante? Simultanément, peut-être 5, peut-être moins. Le groupe dépend d'un nombre extraordinairement réduit de personnes pour assurer sa propre continuité. Et maintenant, imaginez ce que la perte d'un seul adulte clé représente réellement. Pas de façon abstraite. Imaginez concrètement une femme de 30 ans, expérimentée, qui connaît les plantes, qui a déjà mis au monde 3 enfants, qui est au cœur du réseau de relations du groupe. Elle meurt d'une infection, d'une complication à l'accouchement, d'un accident à la chasse. Ce n'est pas juste une mort. C'est un arrachement de compétences, de mémoire, de relations sociales irremplaçables à court terme. Les enfants qu'elle n'aura pas, le savoir qu'elle n'a pas eu le temps de transmettre, l'équilibre subtil du groupe perturbé. Dans une organisation sociale plus large, avec des réseaux étendus, cette perte se dilue, d'autres femmes, d'autres porteurs de savoir compensent. Dans un groupe isolé de 30 personnes, elle laisse un trou. La mobilité ajoute encore une couche de contraintes. Les Néandertaliens se déplaçaient régulièrement pour suivre les ressources, souvent sur des dizaines de kilomètres, ce qui est parfaitement gérable pour des adultes en bonne santé, ce qui est épuisant pour une femme enceinte au 3e trimestre, ce qui est risqué pour un vieillard dont les articulations cèdent, ce qui est potentiellement fatal pour un nourrisson dans un hiver où la température chute brutalement pendant la migration. La mobilité est une stratégie de survie, mais c'est aussi un filtre qui élimine les plus fragiles ou qui impose aux plus forts de ralentir, de porter, de protéger à un coût énergétique que le groupe doit absorber. Tout se tient. La blessure du chasseur, la mort de l'enfant, la fragilité de la femme enceinte pendant la migration, la perte de l'ancienne qui connaissait les herbes. Ce ne sont pas des drames isolés. Ce sont les fils d'un tissu social qui s'effiloche lentement à chaque fois qu'un fil casse sans qu'un autre soit là pour le remplacer. La fragilité biologique et la fragilité sociale sont, chez les Néandertaliens, les 2 faces d'une même réalité. Un corps baissé crée une dépendance sociale. Une dépendance sociale non absorbée crée une pression sur les corps restants. Les corps restants prennent plus de risques, certains se blessent à leur tour, le cercle se referme. Ce n'est pas une catastrophe, c'est une usure, et l'usure, sur des millénaires, peut venir à bout de ce que les catastrophes n'ont pas réussi à détruire. Mais l'usure n'est pas une fatalité silencieuse. Elle peut être combattue, compensée,
absorbés par des systèmes qui transforment la fragilité individuelle en résilience collective. Et c'est là que la question de la culture devient centrale. Pas la culture au sens de l'art rupestre ou des bijoux en coquillage, mais la culture comme infrastructure invisible, comme système nerveux d'un groupe humain. Imaginez un instant ce que culture signifie vraiment pour des chasseurs-cueilleurs dans un monde glaciaire. Ce n'est pas un tableau accroché au mur, c'est la technique précise pour tailler un éclat de silex de façon à ce qu'il tienne dans la main et ne blesse pas les doigts. C'est la connaissance des plantes qui font baisser la fièvre et celles qui tuent. C'est le réseau de relations avec le groupe de la vallée d'à côté, ceux avec qui on échange des femmes, du silex, des informations sur les migrations du gibier. C'est la mémoire collective de la dernière grande famine, transmise en récit, qui permet de reconnaître les signes avant-coureurs. C'est le système de signification partagée qui fait qu'un groupe de 30 personnes peut prendre des décisions coordonnées, sous stress, sans que chacun parte de son côté. La culture, c'est de la coopération cristallisée, c'est de la confiance stockée. Et c'est exactement là que les indices archéologiques commencent à dessiner une différence subtile, mais potentiellement décisive sur le long terme. Les Néandertaliens avaient une culture, ce point n'est plus discutable. Ils enterraient leurs morts. Ils portaient donc des pigments. Certains sites suggèrent qu'ils ornaient des coquillages. Leur industrie lithique, la technique dite moussérienne, puis les formes plus tardives, étaient sophistiquées, adaptées à des contextes variés, capables d'évoluer. Ne faisons pas l'erreur de les réduire à des brutes sans intériorité. Les preuves ne le permettent plus, mais ce qui ressort de la comparaison avec les populations de sapiens de la même période, c'est une différence d'échelle dans la circulation des techniques, des matériaux et des informations. Dans les sites archéologiques associés aux sapiens arrivant en Europe, la culture aurignacienne principalement, on observe quelque chose de frappant, des matériaux venus de très loin, des coquillages méditerranéens retrouvés à des centaines de kilomètres de la côte, du silex d'origine géographique distincte, échangé entre groupes séparés par des journées de marche, des formes d'outils étonnamment standardisées sur des distances immenses, ce qui suggère des réseaux de transmission active, pas juste de vagues ressemblances. Chez les Néandertaliens, les matériaux circulent aussi, mais à plus courte distance. Les réseaux sont plus locaux, plus resserrés. Réfléchissez à ce que ça implique concrètement. Un réseau large, c'est une assurance. Si la chasse est mauvaise dans votre vallée cet hiver, vous pouvez compter sur des alliés à 2 jours de marche pour partager des ressources, vous accueillir temporairement, vous informer d'une migration de cervidés vers l'Est. C'est une supply chain émotionnelle et matérielle. Un filet sous le funambule, un réseau étroit, c'est une vulnérabilité. Quand votre vallée souffre, tous vos voisins immédiats souffrent aussi, probablement du même problème, au même moment, pour les mêmes raisons climatiques. Vous ne pouvez pas externaliser la crise, vous l'absorbez seul. Et la différence entre ces deux configurations ne se voit pas dans les bons moments, elle se voit dans les crises. Maintenant, une mise en garde s'impose parce que c'est un terrain glissant. Dire que les sapiens avaient des idées, des réseaux plus larges, ce n'est pas dire qu'il était intrinsèquement plus intelligent. Cette confusion a pollué le débat pendant des décennies. L'idée d'une révolution cognitive survenue chez Sapiens qui lui aurait conféré une supériorité cérébrale absolue sur les Néandertaliens. Cette idée est aujourd'hui sérieusement remise en question. Les cerveaux néandertaliens étaient, en volume, aussi grands que les nôtres. Leur capacité cognitive de base, planification, langage probable, abstraction, n'était vraisemblablement pas radicalement inférieure. La différence n'est probablement pas dans le matériel. Elle est peut-être dans le logiciel social. Comment une innovation se répand-elle? Par imitation, par transmission verbale, par réseau de contact. Une bonne idée dans un groupe isolé reste locale. La même idée dans un réseau connecté peut se diffuser en quelques générations, à travers un continent entier.
La vitesse d'innovation effective n'est pas seulement fonction de la capacité à innover, elle est fonction de la capacité à diffuser. Et c'est là que la taille et la densité des réseaux deviennent un multiplicateur. Et des chercheurs comme Joseph Henrich ont modélisé ce phénomène. Dans des populations plus grandes et mieux connectées, les innovations s'accumulent plus vite parce qu'elles ont plus de chances d'être retenues, améliorées, combinées avec d'autres innovations. La culture matérielle s'enrichit non pas parce que les individus sont plus brillants, mais parce que le système collectif est plus efficace à conserver et amplifier les bonnes idées. Maintenant, transposer ça il y a 40 000 ans en Europe, deux types de groupes coexistent dans le même paysage. Les deux sont intelligents, les deux sont adaptés. Mais l'un opère dans des réseaux de relations qui s'étendent sur plusieurs centaines de kilomètres, connectant potentiellement des milliers d'individus en toile lâche. L'autre opère dans des réseaux plus courts, plus intenses, plus locaux. Dans les deux cas, des gens remarquables, des gens capables de tendresse, de stratégie, de création. Mais dans une période de pression climatique, alimentaire, démographique, le réseau plus large amortit mieux les chocs locaux. Il permet une récupération plus rapide après une mauvaise saison. Il facilite les échanges de partenaires reproducteurs, ce qui élargit le pool génétique et réduit les risques liés à la consanguinité dans de petits groupes isolés. Il accélère la diffusion des innovations techniques qui augmentent l'efficacité alimentaire. Et l'efficacité alimentaire, in fine, se traduit en survie infantile, en femmes qui atteignent l'âge adulte en meilleure santé, en anciens qui vivent assez longtemps pour transmettre leur savoir, en ce que les démographes appellent, froidement mais justement, un avantage reproductif marginal. Marginal, pas écrasant, pas la nuit et le jour, juste assez sur 2000 ans pour que les courbes divergent imperceptiblement. La culture comme avantage démographique indirect. Voilà peut-être l'une des formulations les plus honnêtes de ce qui s'est joué. Pas la supériorité d'un peuple sur un autre, pas le triomphe de l'intelligence sur la force brute, mais la différence entre un système de coopération et de transmission légèrement plus robuste et un autre légèrement plus fragile, dans un monde qui ne pardonnait pas la fragilité. Et quelque part dans cette différence, il y a une leçon que nous n'avons peut-être pas fini de comprendre. Mais avant de parler de culture, de réseau, de démographie, avant toutes ces grandes abstractions, il y a quelque chose de plus fondamental encore. Quelque chose que nous faisons tous, chaque nuit, sans y penser. Quelque chose que les Néandertaliens faisaient aussi, dans leurs abris de pierre, à l'entrée des grottes, sur les hauteurs balayées par le vent glaciaire d'une Europe, qui ressemblait alors à la Sibérie. Ils dormaient, et la façon dont on dort, la qualité de ce sommeil, sa durée, sa sécurité, n'est pas anecdotique. C'est peut-être l'une des variables les plus sous-estimées de la survie humaine dans un environnement hostile. Imaginez une nuit de janvier, il y a 35 000 ans, quelque part dans ce qui est aujourd'hui la France ou l'Espagne du Nord. La température extérieure descend à -20. Le vent s'engouffre depuis les plaines ouvertes, sans forêt, pour le briser. Le couvert, arboré, pendant les périodes froides maximales, était fragmenté, parsemé de steppes à perte de vue. Le groupe, peut-être 15 personnes, peut-être 20, s'est installé sous un surplomb rocheux ou à l'entrée d'une caverne peu profonde. Le feu brûle, mais le feu, il faut le garder. Quelqu'un ne dort pas, ou du moins, quelqu'un dort moins profondément. Un œil sur les braises, une oreille tendue vers le noir. Parce que le feu qui s'éteint, la nuit, dans ce froid-là, c'est une urgence. Et parce que les prédateurs nocturnes, lions des cavernes, hyènes, loups, étaient réels, présents, dangereux. Cette vigilance nocturne a un coût physiologique direct que la science du sommeil contemporaine mesure avec précision. Le sommeil n'est pas un simple arrêt de fonctionnement, c'est une phase active de maintenance du corps. C'est pendant le sommeil profond
que le système immunitaire produit ces cytokines, ces molécules, qui coordonnent la réponse inflammatoire et la défense contre les infections. C'est pendant le sommeil que le cortisol, l'hormone du stress, redescend à des niveaux supportables, permettant aux tissus de se réparer. C'est pendant les cycles de sommeil paradoxal que la mémoire procédurale se consolide, la façon dont on tient un outil, dont on anticipe le mouvement d'un gibier, dont on lit un paysage. Un chasseur qui dort mal pendant une semaine n'est pas seulement fatigué. Il est moins précis, ses réflexes sont moins rapides, son système immunitaire est moins efficace, ce qui, dans un contexte où une infection banale peut tuer en quelques jours sans antibiotiques, n'est pas une abstraction, et sa capacité à apprendre, à intégrer des informations nouvelles, à corriger ses erreurs de chasse est diminuée de façon mesurable. Maintenant, réfléchissez à ça à l'échelle d'un groupe entier, sur une saison entière. La qualité du sommeil dans un monde glaciaire dépendait de plusieurs facteurs. La qualité de l'abri, d'abord, et les Néandertaliens, ici, n'étaient pas désavantagés. Ils choisissaient soigneusement leur site, exposition sud, pour capter la chaleur diurne, surplomb pour se protéger des précipitations, cavernes qui conservent une température relativement stable. Leur sens du terrain était probablement excellent, fruit de générations d'occupation des mêmes zones. Le feu, ensuite. Et là encore, les preuves archéologiques montrent que les Néandertaliens maîtrisaient le feu, l'entretenaient, l'utilisaient pour cuire, ce qui en soi est une révolution nutritionnelle, parce que la cuisson augmente la biodisponibilité des calories et réduit le risque d'infection alimentaire. Un groupe qui mange de la viande cuite récupère plus efficacement de l'effort physique. Un groupe qui dort au chaud dort mieux. Mais il y a une variable sur laquelle personne n'avait de contrôle. La lumière. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'Europe glaciaire, les hivers signifiaient des nuits de 15, 16, 17 heures, des jours qui duraient à peine quelques heures avant que la lumière ne disparaisse. Et à l'inverse, des étés avec des nuits très courtes, un soleil qui ne disparaissait presque pas à l'horizon, perturbant les rythmes circadiens dans l'autre sens. Ces variations saisonnières extrêmes de luminosité ont des effets profonds sur la biologie humaine. La mélatonine, l'hormone qui régule l'endormissement, est directement supprimée par la lumière. Dans les longues nuits hivernales, le corps est biologiquement poussé vers un sommeil plus long, plus fragmenté peut-être, avec des phases d'éveil intermédiaires, qui pourraient être parfaitement normales dans ce contexte. Certains chercheurs en anthropologie du sommeil suggèrent que le modèle 8 heures d'une traite est une invention moderne liée à l'électricité et aux horaires industriels, que les humains ancestraux dormaient peut-être en 2 phases séparées par une période d'éveil calme en milieu de nuit. Si c'est le cas, alors l'organisation sociale nocturne devenait elle-même une ressource collective. Qui veille pendant quelle portion de la nuit? Comment distribuer la vigilance pour qu'elle soit assurée sans épuiser systématiquement les mêmes individus? Comment gérer le feu, surveiller les enfants, répondre à une menace, tout en préservant suffisamment de sommeil réparateur pour que le groupe soit fonctionnel au lever du jour? Ce sont des problèmes d'organisation, de coordination, et leur solution efficace requiert exactement le type de coopération sociale et de communication que nous évoquions dans la section précédente. Un groupe avec des normes claires sur la veille nocturne, des rôles définis, une confiance suffisante pour s'endormir vraiment, pendant qu'un autre surveille, dormait probablement mieux, en moyenne, qu'un groupe où la vigilance était diffuse, anxieuse, non coordonnée. Et un groupe qui dormait mieux, récupérait mieux, chassait mieux, tombait moins malade, faisait survivre plus d'enfants, de petites différences d'organisation quotidienne, invisibles dans les archives archéologiques, impossibles à mesurer directement sur des fossiles vieux de 40 millénaires, mais potentiellement décisives sur le long terme. Nous ne saurons jamais exactement comment les Néandertaliens organisaient leur nuit. Personne ne peut fouiller un sommeil. Les tablettes de pierre ne gardent pas trace des ronflements ni des quarts de surveillance. Ce que nous savons, c'est que la contrainte était réelle.
le froid, les prédateurs, les longues nuits, et que la réponse à cette contrainte, qu'elle soit légèrement plus ou moins efficace qu'ailleurs, avait des conséquences biologiques concrètes. Le sommeil n'est pas en marge de la survie, il en est le fondement silencieux. Et quelque part dans ces abris de pierre, dans ces nuits de 35 000 ans, qui s'étiraient sur des heures et des heures, des êtres humains, néandertaliens d'où sapiens, faisaient confiance à leurs compagnons pour fermer les yeux dans l'obscurité complète d'un monde glaciaire. Cette confiance-là aussi était une technologie. Et pourtant, et c'est là où l'histoire devient vraiment fascinante, les Néandertaliens ne se sont pas éteints comme une flamme qu'on souffle, pas en une nuit, pas en une génération, pas partout en même temps. Si vous tracez sur une carte d'Europe et d'Asie occidentale les dernières dates connues de présence néandertalienne, ce que vous obtenez ne ressemble pas à un front qui avance proprement vers l'ouest, repoussant méthodiquement une population devant lui. Ce que vous obtenez ressemble davantage à une peau de léopard qui se décolore, des taches qui persistent ici, qui disparaissent là, qui réapparaissent peut-être ailleurs, selon les données disponibles, selon les fouilles accomplies, selon les caprices de la conservation fossile dans des sols vieux de 40 millénaires. La disparition des Néandertaliens était une mosaïque, prenez l'Europe centrale et les Balkans. Les indices archéologiques suggèrent que les populations néandertaliennes de ces régions ont commencé à décliner assez tôt, peut-être dès 45 000 ans avant notre ère, au moment où les premières vagues de sapiens pénétraient par les couloirs naturels des fleuves et des vallées. Les sites se raréfient, les couches néandertaliennes s'amincissent dans les stratigraphies, et puis le silence sédimentaire. Mais pendant ce temps, en Ibérie, ce qui est aujourd'hui l'Espagne et le Portugal, quelque chose de différent se passait. La péninsule ibérique était une enclave, un bout du monde entouré d'eau sur trois côtés, fermé au nord par la barrière pyrénéenne qui ralentissait naturellement les flux de population. Et à l'intérieur de cette enclave, les Néandertaliens semblent avoir résisté plus longtemps que partout ailleurs en Europe occidentale. Certains sites du sud de l'Espagne, Gorham's Cave à Gibraltar notamment, ont livré des dates qui repoussent la présence néandertalienne jusqu'à peut-être 39-38 000 ans avant notre ère, soit plusieurs milliers d'années après leur disparition dans des régions plus au nord et à l'est. Gibraltar. Réfléchissez à cette géographie un instant. Un rocher au bout du continent, la mer Méditerranée d'un côté, l'Atlantique de l'autre. En face, l'Afrique distante de quelques kilomètres. Un endroit où les ressources marines, coquillages, poissons, phoques, complétaient la chasse terrestre. Un endroit où le climat, tempéré par la proximité de la mer, était peut-être légèrement plus clément que les steppes ouvertes de l'intérieur. Un endroit, surtout, que les sapiens en expansion mettaient du temps à atteindre simplement parce qu'il était au bout du chemin. Ce n'est pas un hasard si les derniers néandertaliens connus vivaient dans des refuges, des confins, des impasses géographiques qui avaient la qualité précieuse d'être difficiles d'accès. Le même phénomène s'observe ailleurs, à des échelles différentes, dans les régions montagneuses, dans les zones de forêt dense, dans les péninsules, dans les îles proches des côtes, partout où la géographie créait une friction naturelle contre la diffusion des populations. Les Néandertaliens ont probablement tenu plus longtemps, pas indéfiniment, mais plus longtemps. C'est un pattern que les biologistes de la conservation reconnaissent immédiatement. Quand une espèce recule sous la pression d'une autre, elle ne recule pas uniformément. Elle se contracte vers ses refuges, les populations périphériques disparaissent en premier, trop exposées, trop isolées, trop petites pour absorber les chocs. Les populations dans les niches les plus défendables survivent les dernières. Et ces derniers bastions, paradoxalement, peuvent donner l'illusion d'une persistance robuste alors qu'ils ne sont plus que les traces résiduelles d'une présence qui s'est déjà effondrée ailleurs. Ce que les paléoanthropologues appellent la disparition en mosaïque des Néandertaliens, c'est exactement ça. Non pas un événement, mais un processus. Non pas une catastrophe soudaine, mais une succession de petites extinctions locales, chacune avec son propre calendrier, ses propres causes immédiates,
son propre rythme. Et ce rythme était inégal, souvent imprévisible et profondément influencé par les contextes locaux. Un groupe isolé dans une vallée alpine, peut-être trop petit pour maintenir une reproduction viable, disparaissait doucement sans même avoir rencontré de sapiens, juste la conséquence d'une démographie trop fragile pour compenser la mortalité ordinaire. Un groupe au bord d'une rivière richement poissonneuse, en contact occasionnel avec des sapiens, mais sans compétition directe pour les mêmes ressources, pouvait persister des siècles supplémentaires, peut-être en s'intégrant partiellement, peut-être en maintenant son identité propre. Il est aujourd'hui impossible de le dire avec certitude. Ce que les génomes nous montrent, et c'est une fenêtre extraordinaire sur cette période, c'est que les contacts entre Néandertaliens et Sapiens n'étaient pas uniformément distribués dans le temps ni dans l'espace. Il y a eu des épisodes de métissage à des moments et des endroits précis. Pas un mélange continu et homogène, mais des rencontres particulières, dans des contextes particuliers, qui ont laissé des empreintes génétiques que nous portons encore aujourd'hui. Cette discontinuité génétique reflète probablement la discontinuité géographique et temporelle de la coexistence elle-même. Imaginez la carte de l'Europe entre 45 000 et 35 000 ans avant notre ère. Ici, dans les vallées du Danube, les sapiens sont déjà installés depuis plusieurs générations. Plus à l'ouest, dans ce qui sera la France, coexistent peut-être les derniers groupes néandertaliens et les premiers aurignaciens. Proches géographiquement, distants socialement, peut-être plus ou moins en contact selon les saisons et les déplacements. Encore plus à l'ouest, en Ibérie, les Néandertaliens occupent encore des territoires pratiquement sans sapiens. Et à Gibraltar, au bout du bout, quelques dizaines d'individus vivent une existence qui ressemble peut-être à celle de leurs ancêtres depuis des millénaires, sans savoir bien sûr qu'ils sont les derniers. Personne ne savait qu'il était le dernier Néandertalien. Ce concept-là n'existait pas. Il y avait simplement un groupe de plus en plus réduit, dans un territoire de plus en plus contracté, avec de moins en moins de voisins de la même espèce pour partager des pratiques, des savoir-faire, des partenaires reproductifs. Et c'est peut-être là l'image la plus juste que nous puissions avoir de cette fin, non pas une extinction spectaculaire, mais une série de silences progressifs. Un foyer qui s'éteint dans une vallée, puis un autre, 3 siècles plus tard, sur une côte, puis un dernier, quelque part dans les roches rouges du sud de l'Espagne, à une date que nous ne connaissons toujours pas avec précision. Des retraits successifs, chacun irréversible, chacun invisible depuis l'extérieur, jusqu'à ce que la carte soit entièrement silencieuse. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire avec honnêteté? Après avoir traversé toutes ces couches, les os, les génomes, les carottes de pollen, les stratigraphies des grottes, les modèles démographiques, les comparaisons écologiques, est-ce qu'il existe une réponse? Pas la réponse, avec ses majuscules et sa certitude absolue, mais un scénario que les chercheurs jugent aujourd'hui le plus solide, le plus cohérent avec l'ensemble des indices disponibles. Oui, et il ressemble à ça. Les Néandertaliens n'ont pas disparu à cause d'une seule chose. Ils ont disparu parce que plusieurs pressions se sont renforcées mutuellement sur des décennies et des siècles, dans un enchaînement qui n'aurait pas fonctionné si l'une des pièces avait manqué. C'est ça, le cœur du consensus scientifique actuel. Non pas une cause, mais une convergence. Reprenons depuis le début, pas mécaniquement, mais pour voir comment les fils se tissent ensemble. La toile de fond, c'est le climat. L'Europe, entre 50 000 et 30 000 ans avant notre ère, est un environnement instable, qui oscille entre des périodes de relative douceur et des effondrements brutaux vers le froid. Ces oscillations, les stades interglaciaires, les épisodes de Heinrich avec leur débâcle d'iceberg dans l'Atlantique Nord, ne sont pas des arrière-plans passifs. Elles restructurent activement les paysages, déplacent les proies, fragmentent les habitats, poussent des populations entières à se contracter ou à se déplacer. Pour des groupes
Néandertaliens déjà petits, déjà dispersés, ces perturbations climatiques représentèrent des chocs que la démographie absorbait difficilement. Un hiver particulièrement rude, une migration de rennes qui change d'itinéraire, une vallée qui devient stérile pendant 20 ans. Chacun de ces événements, pris isolément, n'était pas fatal, mais chacun laissait une population légèrement plus vulnérable qu'avant. C'est là qu'arrive Sapiens, et c'est là que la dynamique change de nature, parce que Sapiens n'arrive pas simplement comme un prédateur concurrent, il arrive avec quelque chose de structurellement différent, des réseaux sociaux plus larges, des échanges à longue distance, des systèmes symboliques qui permettent de maintenir des liens entre groupes éloignés, de coordonner des comportements, de transmettre des innovations plus rapidement. Là où un groupe néandertalien vivait dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, interagissant avec peut-être 2 ou 3 groupes voisins au maximum, les réseaux sapiens s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Ce n'était pas une différence d'intelligence, c'était une différence d'architecture sociale. Et dans un environnement compétitif, cette architecture était décisive. Concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que quand une ressource disparaissait localement, un groupe sapiens pouvait activer son réseau pour accéder à des ressources ailleurs, pour recevoir de l'aide, pour recruter des individus d'autres groupes. Un groupe néandertalien dans la même situation était davantage seul avec son problème. Pas complètement. Il y avait évidemment des contacts entre groupes voisins. Mais la portée et la densité du réseau n'étaient pas comparables. Réfléchissez à la différence entre avoir 10 contacts téléphoniques et en avoir 1000. Quand tout va bien, la différence est invisible. Quand la crise arrive, elle devient vitale. Et la compétition pour les ressources, même indirecte, même sans violence systématique, avait des effets réels sur la démographie néandertalienne. Si des sapiens occupaient les meilleures vallées de chasse, si leurs techniques de chasse collective permettaient d'exploiter plus efficacement les hardes de bisons ou de chevaux, alors les néandertaliens qui dépendaient des mêmes proies avaient accès à moins de calories. Moins de calories, c'est une mortalité infantile légèrement plus haute, une fécondité légèrement plus basse, des individus légèrement moins résistants aux maladies. Rien de dramatique à l'échelle d'une année. Mais à l'échelle d'un siècle, dans une population déjà petite, ces petites différences s'accumulent de manière inexorable. Les paléodémographes ont des modèles pour ça. Et leurs simulations montrent quelque chose de frappant. Avec des populations néandertaliennes de l'ordre de quelques milliers d'individus sur un territoire donné, il suffit d'une réduction de 2 ou 3% du taux de reproduction annuelle. Pas une catastrophe, juste une légère dégradation pour obtenir une extinction locale en l'espace de quelques générations. Pas en 100 ans, peut-être en 500, peut-être en 1000, mais inéluctablement. Et le métissage, dans ce tableau, il joue un rôle paradoxal. D'un côté, le brassage génétique avec Sapiens permettait peut-être à certains individus d'origine mixte de s'intégrer dans des groupes sapiens, de survivre, de transmettre des gènes néandertaliens, ce que nous confirment les génomes. De l'autre, chaque individu qui rejoignait un groupe sapiens plutôt qu'un groupe néandertalien représentait une perte pour la population néandertalienne, une perte de potentiel reproductif, de savoir-faire, de mémoire culturelle. À très petite échelle, le métissage n'absorbait pas les néandertaliens dans Sapiens. Mais à une échelle de population, sur des siècles, l'effet cumulatif de ces flux génétiques, à sens unique, des néandertaliens vers des populations sapiens numériquement dominantes, contribuait à diluer et à réduire la population de départ. Ce qui donne au final un modèle à 4 variables qui se renforcent mutuellement. Le climat qui fragilise, la pression démographique de Sapiens qui s'intensifie, la compétition pour les ressources qui réduit légèrement, mais continuellement, le potentiel reproductif néandertalien et les flux génétiques qui diluent les populations résiduelles. Aucune de ces 4 pressions n'était suffisante seule, ensemble,
Elles formaient un étau dont l'espace se réduisait à chaque génération. Ce scénario, que certains chercheurs appellent remplacement par compétition douce avec absorption génétique partielle, est aujourd'hui la position la plus défendable dans la littérature scientifique. Ce n'est pas un consensus parfait. Il reste des débats sur les proportions relatives de chaque facteur. Mais sur la structure générale du processus, l'accord est large. Et la chose la plus importante à retenir de ce scénario, c'est peut-être ceci. Il n'y avait pas de méchants, pas de génocide planifié, pas d'intention d'éradication, pas de moment où quelqu'un, quelque part, a décidé que les Néandertaliens devaient disparaître. Il y avait simplement deux populations très différentes dans leur architecture sociale et culturelle, qui se retrouvaient à occuper le même espace au même moment, dans un environnement de plus en plus contraignant, et dont les trajectoires démographiques divergeaient lentement, imperceptiblement, de manière presque invisible à l'échelle humaine. C'est une extinction sans bourreau, et c'est peut-être pour ça qu'elle nous trouble autant, 40 000 ans plus tard, parce qu'elle ne ressemble pas à un crime que l'on pourrait juger. Elle ressemble à quelque chose que nous reconnaissons intimement. La pression sourde de la compétition, la vulnérabilité des petits groupes face aux grands réseaux, la façon dont des petits désavantages s'accumulent silencieusement jusqu'à devenir insurmontables. Elle ressemble, en fait, à des dynamiques que nous voyons encore aujourd'hui. Mais voici ce qu'il faut retenir, au fond, avant d'éteindre la lumière ce soir. Les Néandertaliens n'ont pas vraiment disparu. Pas entièrement. Pas au sens où un feu s'éteint et ne laisse rien. Si vous avez des origines européennes ou asiatiques, et statistiquement, c'est le cas pour une grande partie de ceux qui écoutent ces mots en ce moment. Vous portez en vous, quelque part dans vos cellules, entre 1 et 4% de génome néandertalien. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité biologique, mesurable, vérifiable, séquençable. Ils sont là, dans vos gènes immunitaires, peut-être dans votre façon de réagir à certains virus, peut-être dans la texture de vos cheveux ou votre tolérance au froid. Les chercheurs continuent de cartographier ces héritages et chaque année, ils en trouvent de nouveaux. Certaines de ces séquences néandertaliennes ont été conservées parce qu'elles étaient utiles. Des variantes génétiques qui aidaient les sapiens arrivant en Europe à survivre à des pathogènes locaux auxquels les Néandertaliens étaient déjà adaptés depuis des millénaires. D'autres séquences ont probablement été éliminées progressivement par la sélection naturelle. Elles étaient neutres ou légèrement désavantageuses dans un génome sapiens. Mais beaucoup ont persisté. Et elles persistent encore aujourd'hui dans des milliards de corps humains qui n'ont aucune idée qu'ils transportent un héritage vieux de 40 000 ans. Réfléchissez à ça un instant. L'extinction des Néandertaliens n'était pas une fin absolue. C'était une dissolution lente, partielle, intime, dans le génome d'une autre humanité. Leur sang coule encore, mélangé au nôtre, transmis de génération en génération, depuis les enfants nés de ces rencontres improbables entre deux types d'humains sur les versants d'une montagne européenne à l'aube du Paléolithique supérieur. Et ce que la génomique moderne a fait, à partir de 2010, avec les travaux de Svante Pääbo et son équipe de Leipzig, travaux qui lui ont valu le prix Nobel en 2022, c'est transformer notre compréhension de ce qu'est l'humanité. Avant, on pensait en termes d'espèces séparées, d'évolutions parallèles, de lignées étanches, Néandertal d'un côté, Sapiens de l'autre, une frontière nette entre les deux. Ce que la génomique a montré, c'est que cette frontière n'a jamais vraiment existé. Elle était poreuse, traversée, brouillée par des millénaires de contacts et de brassages. Nous ne sommes pas les survivants d'une compétition entre espèces distinctes. Nous sommes le produit d'une fusion incomplète entre plusieurs formes d'humanité. Et ça change tout. Pas seulement dans les laboratoires, mais dans la façon dont nous pensons à nous-mêmes. Pendant longtemps,
Le récit dominant sur Néandertal était un récit de l'altérité radicale. L'homme des cavernes brutales, le cousin bestial, l'ancêtre honteux, qu'on préférait ne pas reconnaître. La paléontologie du XIXe et du début du XXe siècle a construit cette image avec les biais de son époque. Des biais qui disaient souvent autant sur les sociétés qui les produisaient que sur les fossiles eux-mêmes. Néandertal comme repoussoir, Néandertal comme preuve que l'humanité avait transcendé quelque chose de primitif. Mais regardez ce que les découvertes des 50 dernières années ont progressivement révélé. Des sépultures, des pigments, des ornements, des outils sophistiqués, des soins aux malades, des individus qui avaient vécu des années avec des blessures graves, ce qui implique qu'on les avait nourris, portés, protégés. Des cerveaux de la même taille que les nôtres, parfois plus grands. Une présence en Europe et en Asie pendant 300 000 ans, 3 fois plus longtemps que nous n'existons en tant qu'espèce. Ce n'étaient pas des brutes. C'étaient des gens différents de nous dans leur façon de s'organiser, de communiquer, peut-être de penser, mais des gens avec des deuils, des habitudes, des peurs nocturnes, des nuits à regarder le feu mourir en se demandant ce que demain allait apporter. Des gens qui dormaient, comme le titre de cette chaîne nous y invite à réfléchir, dans un monde glaciaire, serrés les uns contre les autres pour se réchauffer, dans des abris que le vent traversait, sous des ciels d'une densité d'étoiles que nous ne verrons jamais. Leur disparition n'est pas une histoire de victoire, c'est une histoire de perte, la perte d'une façon d'être humain qui ne existait nulle part ailleurs dans l'univers connu et qui s'est effacée lentement, sans bruit, au fil de générations qui ne savaient pas quelles étaient les dernières. Nous étions plusieurs formes d'humanité possibles. Il n'en reste plus qu'une. Et cette solitude-là, cette unicité que nous portons depuis 40 000 ans, devrait peut-être nous rendre un peu plus humbles et infiniment plus attentifs à ce que nous sommes encore capables de perdre.